Bonjour à tous, voici votre journal. Coup de théâtre à Tripoli, le colonel Kadhafi reconnaît le gouvernement tchadien de M. Hissène Habré. Combien de députés, pour quel parti, si l'on votait aujourd'hui au scrutin proportionnel? Les chiffres de cette simulation sont surprenants. Nous ferons le point du futur paysage économique français à la lumière des déclarations de Pierre Bérégovoy. Glasnost, alias la transparence, vous connaissez, cela engendre des reportages américains sur des villages de Sibérie. Vous en verrez un. Football, les matchs de haut niveau vont-ils tous ressembler à celui des clubs champions d'hier soir? C'est à craindre, vous expliquera notre spécialiste qui a des arguments. Roland Garros, Henri Lecomte affronte en ce moment un jeune Yougoslave. Nous ferons le point tout à l'heure à la fin de ce journal. Et puis nous recevrons Jean Marais, l'interprète inattendu d'un 45 tours, et oui, il chante, dont la musique est signée François Valéry. La météo, la tendance tout de suite avec Laurent Cabrol. Oui, une journée nuageuse, orageuse, souvent pluvieuse, avec du soleil dans le midi et de la chaleur dans l'est. Et nous allons commencer par le patron du GIGN allemand. C'est sa première apparition à la télévision française. Son groupe vient d'être choisi par les autorités saoudiennes pour assurer la protection du pèlerinage de la Mecque. Son nom, Ulrich Wegener, et c'est déjà lui qui avait participé à l'assaut contre les terroristes qui avaient détourné l'avion de Mogadiscio. Reportage de notre correspondant à Bonn, Philippe Rochaud. Je ne peux rien dire là-dessus, je ne peux pas prendre position sur des problèmes de sécurité. Voici l'homme chargé par l'Arabie Saoudite d'organiser une unité spéciale antiterroriste à l'heure où l'Iran appelle à de nouvelles manifestations à la Mecque, comme celle qui avait fait plus de 400 morts l'an passé. Ulrich Wegener est le créateur du GSG-9, le GIGN allemand. Il a libéré les 86 otages du Boeing de la Lufthansa à Mogadiscio en 1977. Il est encore possible aujourd'hui de créer une troupe d'élite internationale contre les détournements d'avions. Nous savons aussi que nos adversaires ont développé leurs moyens. Les terroristes ne sont pas devenus plus idiots aujourd'hui. Mais nous n'avons pas dormi sur nos lauriers et j'estime que la libération des otages d'avion est encore possible, comme en 1977. Détournement, prise d'otages à la Mecque ou ailleurs, Ulrich Wegener est le spécialiste de la lutte antiterroriste. À 58 ans, le commandant Wegener et ses 28 hommes qui avaient pris d'assaut l'avion de la Lufthansa en 2 minutes font partie de ceux qui croient à la manière forte. Depuis 10 ans, ces commandos de la police des frontières et lui-même sont devenus des héros. Et il s'étonne qu'on ait laissé filer le commando d'Alger après le détournement du Boeing de la Kuwait Airlines. S'ils ont été effectivement libérés, c'est un recul dans la bataille contre le terrorisme et carrément une invitation à l'escalade. Puisque vous partez en Arabie, est-ce que vous allez devenir musulman pour intervenir à la Mecque? Vous n'en savez rien, peut-être que je le suis déjà. Le président Reagan, en route vers Moscou, a fait escale à Helsinki. Le sommet avec Mikhaïl Gorbatchev est prévu du 29 mai prochain, c'est-à-dire à partir de dimanche, jusqu'au 2 juin. Voici l'avion présidentiel. Et cette rencontre est toujours suivie avec beaucoup d'intérêt aux États-Unis, où l'image de Mikhaïl Gorbatchev est bonne, puisqu'une majorité des Américains, 54%, a une opinion favorable de lui. Il faut remarquer que c'est là une situation sans précédent pour un dirigeant soviétique aux États-Unis. Actuellement, le président Reagan prend quelques heures de repos avant de rejoindre Moscou. Glasnost forever. Alors c'est une expression américano-soviétique pour expliquer que M. Gorbatchev poursuit sa politique de transparence et souhaite, en tout cas il le dit, tout montrer. Alors cela mérite quelques nuances et nous y reviendrons dans les jours qui viennent. Avant cela, voici ce que les téléspectateurs américains vont voir. Un village de Sibérie, autant dire le bout du monde, et là-bas connaît-on Ronnie, je veux parler de l'actuel locataire de la Maison Blanche. Commentaire Agnès Poirier. Je n'avais jamais vu d'Américain de ma vie, c'est fantastique. Nikolaï Nikolaovitch n'en croit pas ses yeux. Il va dans l'Est chercher du travail et dans le Transsibérien, il se retrouve nez à nez avec une équipe de télévision américaine. Moscou n'est pas l'Union soviétique, voici l'Union soviétique, immense et inconnue, déclare le reporter américain. C'est pourquoi nous sommes allés voir ce qu'il pensait de l'Amérique.
Par la fenêtre du Transsibérien, le journaliste découvre la Sibérie. Elle ressemble, dit-il, à l'Amérique des années 30, pendant la dépression. Mais pourtant, nous avons découvert beaucoup de fierté dans ce pays. La Russie est mon pays. Vous les Américains, vous vivez tellement loin. Comment savoir à quoi vous ressemblez? Vous êtes un pays très riche, très développé, mais ça n'est pas si mal ici, Dieu merci. Pour les enfants, l'Amérique, pas de problème, ce sont les cow-boys et les Indiens. Nous attendons Reagan depuis longtemps. J'ai une grosse télévision, vous savez. Je sais ce qui se passe. Tous les soviétiques rencontrés par l'équipe américaine ont cette même exigence, la paix. Bien sûr, on l'attend depuis longtemps. On attend la paix. On ne veut plus de guerre, vous savez. Mon père est mort sur le front. Chaque guerre a été une tragédie. Avec l'accent. Polémique entre l'actuel et le précédent gouvernement sur l'emploi. Hier, Michel Rocard, le Premier ministre, annonçait que le nombre des chômeurs allait augmenter d'ici l'été de 250 000 personnes, faute de crédit pour prolonger les stages de ceux qui sont actuellement en formation. Philippe Séguin, ministre des Affaires sociales, l'ancien ministre des Affaires sociales, eh bien conteste. Et oui, il explique que l'argent existe bien dans les caisses pour financer des stages supplémentaires et que le nouveau gouvernement a donc la marge de manœuvre nécessaire. Mais sur cette question de l'emploi, il semble bien que l'équipe de Michel Rocard ne veut pas assumer l'héritage du précédent gouvernement. Et Michel Rocard, toujours lui, consulte. Il a entamé aujourd'hui ses discussions avec les principaux partenaires sociaux. Premier reçu ce matin à la CGC et Force ouvrière. Les syndicats sont satisfaits de cette reprise du dialogue social qui avait été interrompue par l'élection présidentielle. Reportage Véronique Augier. Paul Markelly de la CGC a été le premier reçu par Michel Rocard et par le ministre du Travail. 1 heure d'entretien, pendant laquelle le syndicaliste a beaucoup questionné ses hôtes. Il leur a signalé son opposition au renouvellement de la contribution exceptionnelle décidée hier en Conseil des ministres pour renflouer les caisses de la sécurité sociale. Autre point d'achoppement, les 250 000 chômeurs supplémentaires annoncés hier. À sa sortie, Paul Markelly s'est montré peu bavard, voulant réserver ses impressions pour sa conférence de presse de lundi. Il a cependant fait une proposition. Nous demandons, nous revendiquons pour les ingénieurs et cadres de notre pays 1 mois de formation par an, droit qui serait acquis par un chéquier formation et ce droit à la formation serait cumulable d'une année sur l'autre pendant 5 ans. André Bergeron, lui, a été prolixe, comme d'habitude. Les 250 000 chômeurs, ils n'approuvent pas la dramatisation de Michel Rocard. Ils sont en revanche d'accord sur 2 points. Il ne faut pas que l'assurance chômage finance le revenu minimum. Il ne faut pas développer les formules de rémunération au mérite. Mais Michel Rocard n'a pas voulu s'engager sur une relance des bas salaires. Nous avons dit à M. Rocard que nos interlocuteurs, qu'il s'agisse du gouvernement pour les fonctionnaires ou qu'il s'agisse des employeurs, devaient lâcher du lest. Il n'a pas répondu, à vrai dire. Le gouvernement veut dresser le bilan des réalités économiques. Il nous a dit attendre une décision de la Banque centrale d'Allemagne sur les taux d'intérêt, etc. Avec ses premiers entretiens, Michel Rocard ne lance pas les bases d'un pacte social. Le Premier ministre a en effet nié avoir un jour utilisé ces mots. Il s'agit cependant du début d'une série d'entretiens avec les syndicats qui reprendront après les législatives. Une initiative appréciée par les partenaires sociaux qui, tous, sauf la CGT, estiment beaucoup Michel Rocard. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils lui donnent carte blanche. Rendus méfiants par 7 ans de changement, ils jugeront la politique sociale du gouvernement sur pièce, sans lui faire de cadeaux. Alors justement, au moment où le Premier ministre entame un premier tour de table avec les partenaires sociaux, la CGT, dont Véronique vient de vous parler, décide d'une journée nationale d'action qui se traduira par un certain nombre de manifestations. Et parmi les perturbations, la non-parution de plusieurs journaux de province et à Paris ce matin, quelques arrêts et ralentissements sur plusieurs lignes de métro. Ce matin, sur Antenne 2, Henri Krasuki a dit qu'il n'avait aucune illusion sur ce gouvernement. Quand il y a une situation comme celle-là, qui dure depuis des années, que pouvoir d'achat recule, qu'on démolit tout le système de protection, aussi bien sociale que de garantie collective,
qu'il y a un chômage qui grandit. Et j'entendais à l'instant qu'il va grandir davantage encore, ce qui n'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise, mais on ne peut pas rester les deux pieds dans le même sabot, il faut réagir contre ça. Alors, les gens ne s'en accommodent pas, ils ont raison, de moins en moins. Il y a une poussée revendicative à laquelle tous les observateurs sont attentifs. Nous ne sommes pas seulement attentifs, nous sommes des acteurs. Alors nous disons, il faut y aller. Voilà, avec vous, Philippe Sassier, maintenant nous allons examiner le nouveau PEF. Je veux parler du paysage économique français. Alors, rigueur ou pas rigueur, ou moins de rigueur, comment ça va-t-il se traduire? Votre PEF, votre paysage économique français, il ne va pas tellement changer parce qu'aujourd'hui, William, l'alternance économique ne rime plus avec l'alternance politique. En fait, les socialistes veulent bien montrer qu'ils savent compter. Ils le montrent à travers trois choses. D'abord, la rigueur budgétaire. Le budget n'est plus considéré comme une vache à lait financière comme ce fut le cas en 1981. Pas de dépenses nouvelles, et s'il y en a, eh bien on ferait des économies, et M. Bérégovoy accepte lui parfaitement l'héritage de M. Balladur. Il faut dire que l'ancien ministre de l'économie et des finances laisse des caisses assez pleines, des caisses pleines. Deuxièmement, lutte contre l'inflation, c'est la priorité numéro 1 de ce gouvernement, parce qu'il s'agit de ne pas trop se séparer des Allemands, et actuellement il y a des différences d'inflation qui sont extrêmement favorables. Enfin, un franc fort. Pierre Bérégovoy, dès son arrivée rue de Rivoli, a dit « Je maintiendrai le franc, je ne dévaluerai pas », et ça a bien rassuré les marchés. Bon, alors on parle des salaires maintenant. Peut-on imaginer à moyen terme une hausse des salaires? Oui, pour l'instant, ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu un coup de pouce de 2,3% sur le SMIC, mais qui correspond uniquement au rattrapage de l'inflation. Il n'y a pas eu, pour le moment, de coup de pouce politique comme ce fut le cas en 1981. Alors, il faut attendre maintenant les conversations entre les syndicats et Matignon qui ont commencé, et puis surtout, mardi, la réunion entre Michel Rocard et le patron du CNPF. Autre sujet qui nous intéresse tous, les impôts, vont-ils diminuer, je dirais, dans l'année? Écoutez, je ne vois pas dans votre PEF de baisse des impôts pour le moment. On discute, et on va en discuter beaucoup, William, de l'IGF, le retour de l'impôt sur les grandes fortunes. Il y a plusieurs formules qui sont pour l'instant à l'étude, mais c'est un dossier qui est beaucoup plus politique qu'économique. Enfin, Philippe, M. Bérégovoy vient d'annoncer une baisse des taux d'intérêt à la Banque de France. Alors, est-ce que cela signifie une baisse du crédit pour le particulier? C'est, je crois, une décision très, très psychologique qui montre que l'on a confiance dans le franc. La baisse, 1/4 de point de ce qu'on appelle le taux directeur de la Banque de France, mais qui est compensé par d'autres augmentations, notamment des réserves. Donc il ne faut pas attendre, Patricia, pour le moment, dans le PEF, une baisse de vos taux pour acheter une automobile ou pour acheter un appartement. Il y aura bien une amnistie, ça, là-dessus. Il y aura une amnistie, effectivement. Si vous avez quelques contraventions, elles vont sauter, mais votre taux de crédit, lui, ne va pas baisser. Merci Philippe. La mission de conciliation actuellement en Nouvelle-Calédonie poursuit le dialogue entamé avec toutes les parties prenantes. Une rencontre importante vient d'avoir lieu. C'est celle avec Jean-Marie Djibaou. Le président du FLNKS estime qu'elle est déjà un signe d'espoir pour ce territoire qui souffre trop, selon lui, de l'absence de rencontres et de dialogue entre la population. Reportage de notre envoyé spécial, Martine Laroche-Joubert. Petite demi-heure d'attente ce matin pour les 6 sages de la mission de dialogue devant la mairie de Yengen. Officiellement, un malentendu téléphonique, pourquoi pas. Mais le maire ici est Jean-Marie Djibaou, le numéro 1 du FLNKS indépendantiste, qui tout en laissant la porte ouverte à la mission, tient peut-être à rappeler que leur Kanak n'est pas tout à fait celle de la métropole. Un malentendu qui s'évanouit devant la volonté affichée de dialogue de part et d'autre. Jean-Marie Djibaou se déclare plus à l'aise pour discuter avec une mission non politique. On a pensé arriver à la télé. Qu'est-ce qui fait problème? Et je pense que s'il n'y avait pas de Mélanésiens ici, il n'y aurait pas de problème. Alors le problème, c'est les Kanaks. Le problème, c'est les Kanaks. Le problème, c'est le fait que les Kanaks revendiquent leur patrie chez eux. Et je dirais que c'est la première des considérations qu'ils veulent avoir. Alors à partir de là, on a fait un peu le tour de la question pour essayer de savoir comment on peut aborder cette question entre Kanaks, mais avec les non-Kanaks.
Il était prévu d'accompagner la mission et Jean-Marie Tjibaou dans sa tribu. Programme annulé pour les journalistes et remplacé par une visite du musée de la culture kanak. Pourquoi cette annulation? Sûrement pour discuter discrètement en l'absence de la presse, mais aussi dans un souci d'équilibre. La mission ne souhaite peut-être pas être filmée 2 jours de suite dans des tribus indépendantistes. Elle rencontre demain des éleveurs caldoches. Quant au Front National en Nouvelle-Calédonie, il a refusé, lui, de rencontrer la mission gouvernementale en expliquant qu'il estimait que ses conclusions étaient déjà prises puisque Olivier Stirn, le ministre, veut l'annulation du statut Ponce. À l'approche du premier tour de scrutin, les sondages réapparaissent, c'est normal. Hier, nous vous donnions celui publié par l'Institut BVA pour Paris Match, et puis qui faisait apparaître une majorité absolue, plus 100 sièges pour le Parti socialiste à l'Assemblée. Alors c'est l'occasion pour nous de rappeler comment fonctionne le système du scrutin majoritaire. Autre question, et si le scrutin était proportionnel, avec les mêmes intentions de vote, comment les députés se répartiraient-ils à l'Assemblée? Eh bien, vous allez le comprendre très vite, les surprises seraient très importante par rapport aux estimations actuelles. Pascal Guimlier. 577 députés à élire, la France est donc découpée en 577 circonscriptions. Le mode de scrutin est uninominal, majoritaire et à 2 tours. Uninominal, c'est-à-dire qu'on élit un député et un seul par circonscription. Les bulletins de vote ne portent d'ailleurs qu'un seul nom. Scrutin majoritaire est élu celui qui obtient la majorité absolue dès le premier tour, ou bien celui resté en tête à l'issue du second tour. Enfin, peuvent se maintenir justement à ce second tour tous les candidats ayant recueilli plus de 12,5% des inscrits. Ce mode de scrutin est de tradition sous la Ve République, seule exception lorsque fut instaurée la proportionnelle pour les législatives de mars 86. Le scrutin majoritaire, lui, rétabli depuis, favorise les grands partis et contribue donc à la bipolarisation de la vie politique, c'est-à-dire à l'affrontement bloc contre bloc. Il a pourtant un gros avantage, le scrutin majoritaire permet en effet de dégager des majorités stables. Si les élections des 5 et 12 juin prochains se faisaient à la proportionnelle, comme il y a 2 ans, le Parti communiste et le Front National auraient des élus. En revanche, d'après les derniers sondages, ni le FN ni le PC n'auront de représentants à l'Assemblée nationale élus au scrutin majoritaire. Aucun député, donc, bien que ces 2 partis soient crédités chacun de 8% d'intention de vote. Au sujet de ce que l'on appelle déjà la chambre rose, telle qu'elle devrait apparaître, si l'on en croit les sondages, le Premier ministre a fait un commentaire. Il dit que l'ouverture reste à l'ordre du jour, même et surtout, explique Michel Rocard, si le Parti socialiste devait obtenir une forte majorité dans la future Assemblée. Rien ne change sur notre volonté d'ouverture. Vous savez, même au rugby, il faut être sûr de soi et très conscient de sa force pour pouvoir jouer un jeu ouvert. Et je souhaite que ça se traduise aussi bien dimanche soir prochain que dans les travaux parlementaires et la composition gouvernementale qui suivra. L'ouverture reste à l'ordre du jour, quelle que soit la solidité de ses fondements. Mais l'ouverture, c'est une ouverture des cœurs et des esprits avant d'être celle des portefeuilles. Elle se joue dans la gestion des personnels de la fonction publique, elle se joue dans la négociation sociale, elle se joue dans le respect de l'autre, elle se joue dans le travail législatif, en acceptant des amendements de l'opposition, qui pour être l'opposition peut avoir le sens de l'État. Et elle se joue enfin et aussi au niveau des hommes, mais pas seulement. C'est une société qu'il faut changer. À la bourse, on sait tout avant les autres. Et la bourse a anticipé la baisse des taux d'intérêt. C'est bien ça, Jean ? Oui, pas de réaction particulière parce qu'en effet, hier, en montant de plus de 3%, William, la bourse avait anticipé la baisse des taux d'intérêt. Alors aujourd'hui, on se calme. L'indicateur de tendance progresse cependant de 0,05%. On analyse la baisse des taux, considérant que c'est une bonne chose pour les entreprises qui vont devoir faire face bientôt à des augmentations de salaire. On commente également l'augmentation des réserves obligatoires des banques qui revient en quelque sorte à freiner un peu le crédit pour que la consommation ne s'emballe pas. Les boursiers accordent un certain crédit à Pierre Bérégovoy, mais il faut remarquer que sa marge de manœuvre en matière de taux d'intérêt est étroite. Un exemple, à l'instant, les Allemands viennent d'augmenter leur taux d'intérêt d'1,5 point sur leur dernier emprunt d'État, ce qui a fait dire à un vieux boursier qu'à pisser contre le vent, on risquait de mouiller son pantalon. Sur notre tableau des plus fortes variations à la hausse, le certificat Alpha Aquitaine gagne 6,7% et les 4 autres valeurs sont des banques qui profitent, elles, directement de la baisse des taux d'intérêt. Le CIP Crédit Lyonnais, le CIBNP, l'UCB, la BAFI, vous voyez, 4 banques. Pour les privatiser,
Paribas est à 388 francs, en hausse de 2 francs. Saint-Gobain à 448 francs, il gagne 9 francs. Mais Suez perd 7 francs et la Société Générale perd 50 centimes. Sur le marché des devises, petite hausse du dollar à 5 francs 76,40. La livre sterling est à 10 francs 73,10. Le Deutschmark recule face au franc français à 3 francs 37,45. Et ça, c'est bon signe. Ça veut dire que le franc français est en pleine forme en ce moment, malgré la baisse des taux d'intérêt français. Et l'écu est à 7 francs 0,310. Sur le marché de l'or, on a perdu 350 francs par kilo à 83 250 francs et 1 franc sur le Napoléon à 502 francs. Voilà William, vous le voyez, il y a des baisses qui réjouissent les boursiers. Merci Jean, ce journal n'est pas terminé. Nous bavarderons tout à l'heure avec Jean Marais pour un 45 tours qui vient de sortir. Et parlons maintenant du Tchad. Tripoli, hier, ça c'est pour le cadre. Le numéro 1 libyen fait un coup à la Kadhafi dont il a seul le secret et pour cause. Il annonce la reconnaissance du gouvernement tchadien de M. Hissène Habré pour ne pas, dit-il, que la guerre civile reprenne dans ce pays, au Tchad. Et le Tchad réagit avec une certaine prudence à cette annonce. M. Habré s'est dit quand même très optimiste sur la possibilité d'une solution rapide dans le conflit tchadien. Jacques Merlino. Alors que s'ouvrait à Addis Abeba le sommet annuel de l'Organisation de l'Unité africaine, le colonel Kadhafi, qui ne participe pas à ce sommet, a annoncé de sa capitale une série de propositions qu'il a qualifiées de cadeaux à l'Afrique. Des propositions retentissantes et très importantes si elles se traduisent dans la réalité. Le colonel Kadhafi, en effet, a annoncé que la Libye reconnaissait le régime du président tchadien Hissène Habré. Il a affirmé que son pays ne prendrait plus aucune part à une éventuelle reprise des combats. Il a décidé la libération de tous les prisonniers tchadiens. Et enfin, il propose la mise sur pied d'une sorte de plan Marshall pour la reconstruction du Tchad. Apprenant tout cela, le président Hissène Habré a réagi avec prudence. Nous sommes habitués, a-t-il dit, aux déclarations contradictoires de Kadhafi. Mais il a conclu que si cette déclaration correspondait à une nouvelle politique, elle constituerait bien sûr quelque chose de très positif. L'armée israélienne a fait une incursion au sud du Liban hier contre une place forte occupée par des intégristes pro-iraniens appartenant au mouvement Hezbollah dont on vous parle souvent. Hier soir, 2 hélicoptères israéliens avaient tiré des roquettes et ce matin, ce sont les images que vous voyez actuellement. L'aviation a attaqué de nouveau cette même base, un raid confirmé à Beyrouth par la résistance islamique et ce premier bilan, 20 tués chez les intégristes. Tout autre chose maintenant est beaucoup plus réjouissant. Enfin, ça s'est bien terminé, mais ça commence mal. L'homme que vous allez voir l'a échappé belle. C'est un peintre et il a bien tenu le pinceau comme dans l'histoire parce que l'échelle, elle, avait disparu. Ça s'est passé au Texas. Ah, pardon, non, je reprends. Ça s'est passé à Houston, au Texas. Et Walter Coudet était en train de peindre une énorme citerne à plus de 300 mètres de hauteur. Et il est resté accroché ainsi plus d'1 heure avant d'être délivré par les pompiers. Claude Crespo. Ça, c'est un château d'eau. Et cette fourmi humaine à gauche, c'est l'artiste qui a été chargé de le rendre immaculé. Un spécialiste en la matière, dont la qualité première, outre de ne pas être daltonien, ce qui est préférable pour un peintre, est l'absence de vertige. Et pourtant, ce jour-là, ce Texan a perdu la boule. Et si vous le voyez en si piètre position, c'est que l'arnachement qui lui permet d'œuvrer s'est brisé. Et Walter Coudet est devenu une marionnette démantibulée. Les sauveteurs sont très vite intervenus, en l'occurrence des pompiers volants. Il aura quand même fallu 1h30 pour le délivrer de cette situation inconfortable. Les cordes lui rentraient dans la chair et la chute brutale de 30 mètres l'a quelque peu traumatisé. Mais finalement, de retour sur le plancher des vaches texanes, Walter Coudet s'en sort plutôt bien, jurant, mais un peu tard, de ne sacrifier désormais qu'à la gouache et sur le sol. Oui, ça s'est bien terminé. Donc nous allons maintenant à Roland-Garros rejoindre le fiancé de Gabriela Sabatini, que vous connaissez sous le nom de Daniel Casal. Daniel, bonjour. Ah ben ça c'est vraiment une information, William. Bonjour. Dites-moi, où en est Henri Lecomte? Eh bien écoutez, Henri Lecomte, il est embarqué dans un 4e set, car on va tout de suite vous présenter un petit résumé des 3 premiers sets que va nous envoyer Jean Padinas. Henri a très bien commencé, car il a pris les 2 premiers sets en ne laissant qu'un seul jeu à son adversaire. Où sont les images? Les voilà. Alors, c'est Orezar là, qui est au service. Et voyez, Henri qui le promène, qui lui fait visiter le cours numéro 1 en long, en large et en travers. Si bien qu'Henri Lecomte va empocher les 2 premiers sets 6-0, 6-1. Devant un Bruno Orezar qui, vous ne l'ignorez pas, est un joueur yougoslave,
qui n'a pas de grands joueurs à son actif, à son palmarès, et qui est classé 100e mondial. Mais dans le troisième set, Henry va probablement se relâcher un petit peu, comme ça arrive trop souvent malheureusement aux joueurs qui dominent de la tête et des épaules. Si bien que Orezar va en profiter pour égaliser, tenir la dragée haute à Henri Lecomte et finalement remporter ce troisième set au tie-break, alors que Henry menait 5 points à 4 avec ses 2 services à suivre. Autrement dit, s'il avait gagné ses 2 points de service, eh bien, il aurait terminé le match. Alors que maintenant, il est embarqué dans un 4e set. Et dans ce 4e set, eh bien, ça fait 2-0 pour Bruno Orezar. Alors, d'autres Français sont en lice. Et on voit que sur le court numéro 9, par exemple, eh bien, il y a Jérôme Potier qui est opposé à Jonas Svensson, un Suédois. Cela fait 2 manches à 1 pour Svensson. Ah, pardon, Thierry Champion, excusez-moi. Thierry Champion contre Svensson, 2 manches à 1 pour le Suédois, 4 jeux à 2 dans la 4e. Sur le court numéro 11, c'est là que je retrouve Jérôme Potier. Jérôme Potier est mené 4 jeux à 1 par Ken Carlson, qui, vous le savez, est un des grands outsiders de ce tournoi. Enfin, sur le court numéro 2, eh bien, Tulane va être opposé à l'Allemand de l'Ouest, Keretic. Le match ne va pas tarder à commencer. Si vous voulez une indication, William, oui. Ils se sont rencontrés à 3 reprises et 3 fois, eh bien, Thierry Tulane a gagné 2 fois, Keretic a gagné 1 fois. Mais c'était en 1986, ils ne se sont pas rencontrés depuis. Une petite Française sera en lice cet après-midi sur le central, c'est Nathalie Tauziat, qui rencontrera l'Australienne Jenny Byrne, qui avait battu au premier tour Pascal Paradis. Bien. Voilà ce que je peux vous dire sur le déroulement des matchs ce matin. Et vous aviez un reportage sur la météo bien particulière qu'il y a à Roland-Garros. Je vous entends mal, là. Non, ça fait rien, allez-y tout seul alors. Vous m'entendez? Il m'entend toujours pas. Si, là je vous entends. Eh bien écoutez, on va voir la petite séquence que nous avons tournée ce matin au stand de la météorologie nationale. C'est ce que je disais. Car la météo ici a une importance extrême, vous vous en doutez. Alors, entre le cours central et le cours numéro 2, le stand de la météo nationale. 10 mètres carrés à peine, mais 10 mètres carrés qui ont leur importance. 4 équipes de 2 ingénieurs et techniciens se relaient pendant la quinzaine pour dresser leurs prévisions quotidiennes. Ils travaillent en collaboration bien sûr avec la météo nationale, mais également à partir de leurs cartes prévues et de 2 écrans radars. Cet écran qui est alimenté par le radar situé à Trappes, c'est-à-dire à peu près à 35 km à l'ouest de Roland-Garros. Il est 11h13, ce qui fait 9h13 à l'heure du soleil. Voici Paris. Le point ici, c'est la Tour Eiffel, donc Roland-Garros se situe là. Franck Barrère, est-ce que vous pouvez nous lire cette carte ? Oui, alors ce radar en fait détecte les précipitations. On voit sur cet écran 2 zones de précipitation, l'une qui est située à l'ouest de Paris et l'autre au nord. Alors bon, il y a différentes couleurs selon l'intensité des pluies. La couleur bleue, ce sont des pluies faibles. Les couleurs blanches qu'on voit un peu partout, là, ce sont des pluies un peu plus fortes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette zone-là? Ça, c'est sans problème. Les zones noires qu'on voit, ce sont des zones où il n'y a pas de précipitations observées. Donc ça nous permet de dire, les pluies venant du sud aujourd'hui, que sur le site de Roland-Garros, on ne devrait pas avoir de pluie avant 13-14 heures. Que va-t-il se passer après? Eh bien, pour le savoir, on regarde le deuxième écran qui est alimenté par la dizaine de radars qui couvrent l'ensemble de la France. Ici, c'est la moitié nord, avec la Normandie, la Seine, le point qui clignote, c'est Roland-Garros. Alors, Jacques Richon, à quoi peut-on s'attendre à partir de 14 heures? Alors la pluie qui nous inquiète pour le début de l'après-midi se situe actuellement sur le sud-ouest de Paris, c'est la zone bleue qu'on voit ici. Elle remonte vers le nord-est, vers nous, et ce qui est inquiétant c'est que nous allons la prendre dans le sens de la longueur, donc les pluies risquent de durer assez longtemps, au moins 2 à 3 heures, et derrière, actuellement aux alentours de Bordeaux, une nouvelle zone de pluie arrive, elle rattrape la précédente, donc les pluies risquent de durer ensuite jusqu'à la soirée. Pas très encourageant, mais disons que pour l'instant, il y a du soleil sur Roland-Garros. Un dernier mot, William, pour vous dire que sur le central, eh bien, Patcache et Sanchez sont à 1-7 partout et que c'est l'Espagnol qui mène 2 jeux à 1 dans le 3e set, alors que Henri Lecomte est dans difficulté dans
le 4e set, puisque Bruno Orezar est en train de mener 3-0 avec un changement de chemise, j'ai l'impression, de Henri Lecomte. Voilà, oui, très bien. William. Voilà, quelle conclusion? Eh bien, vous avez remarqué que la fréquentation des belles Argentines provoque des perturbations audio et visuelles chez mon ami Daniel. Au revoir, à demain. À bientôt, William. Alors, parlons de football maintenant, Patricia. 120 minutes sans aucun but hier à Stuttgart, dans la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est l'épreuve des tirs au but qui a départagé le club d'Eindhoven et Benfica. Alors effectivement, Eindhoven a battu Benfica, victoire au coup de pied au but, 1-0, mais match nul, disent les spécialistes. Eh bien, ça devient presque la règle, comme si certains joueurs n'avaient plus le feu sacré en Coupe d'Europe. Dominique Leglou vous prouve ce que j'avance. Ras-le-bol. La Coupe d'Europe des clubs champions ne tient plus ses promesses. À croire que les joueurs y perdent leur football. Un football qui semble à côté de ses pompes. L'enjeu est trop important. Alors tout est prétexte à calcul, tactique, faux rythme, stratégie. Le football est hors jeu, sans spectacle, prudent. Exemple, il faut attendre 31 minutes pour voir le gardien néerlandais intervenir pour la première fois. Refus de jouer, peur de perdre. Peur de perdre surtout beaucoup d'argent. Efficacité économique avant tout. Pour les 11 dernières finales, 12 buts marqués seulement. Pauvre football. La finale d'hier étant la confirmation de cette période noire. 0-0 pendant tout le match. Paradoxe, le PSV Eindhoven n'a pas gagné un seul de ses 5 derniers matchs en Coupe d'Europe et il est champion d'Europe méthode, éliminé l'adversaire dangereux. Exemple Tigana en quart de finale. Et ce, le plus loin possible du but pour éviter le coup franc dangereux. Koeman, le libéro hollandais, l'a même reconnu publiquement, ce qui lui a valu amende et suspension. Ainsi passent les tours et rentre l'argent en caisse. Principe éliminé. Oui, Aguas est une victime. Claquage. Oui, mais claquage travaillé au corps par les Néerlandais. Les béquilles faisant office de banderille. C'est très net sur le gros plan et la charge de Nielsen. Morale, détruire l'adversaire par tous les moyens, avant même de construire un résultat. Le résultat vient après. Cette finale sera vite oubliée, alors qu'on se souviendra longtemps de la victoire de Porto l'an dernier et de la fabuleuse talonnade de Rabat Madjer face au Bayern. C'est cela le football, plus exactement ça devrait être cela. Il est bien loin le temps où Benfica remportait la Coupe d'Europe 3-2 contre Barcelone ou 5-3 contre le Real Madrid. Plus de buts en 2 finales qu'au cours des 11 dernières années. Mais c'était en 61-62. Depuis, Eusebio a vieilli. Le football aussi. Le résultat se joue désormais sur les tirs au but. Van Breukelen stoppe Veloso. Et 15 ans après, Eindhoven rejoint l'Ajax au palmarès. Mais seulement au palmarès. C'est le grand regret de tous ceux qui aiment le football. Voilà, nous retrouvons maintenant Jean Marais à propos d'un 45 tours qui sort avec une chanson qui s'intitule On n'oublie rien. Je vous propose, Jean Marais, d'écouter cette chanson, puis après nous bavarderons ensemble. C'est notre ami Darigo qui a été vous entendre quelque part dans Paris. J'ai toujours aimé la musique. Quand j'étais gosse, ma mère nous chantait des chansons d'amour. Et j'aimais ça. Aujourd'hui, j'aime encore les entendre. J'ai l'impression de revoir les visages d'autrefois. La musique, c'est les souvenirs qui vont du noir, du gris au blanc. Salut, tu m'as manqué, je peux pas partir. On oublie tout, on n'oublie rien. Alors, c'est vrai que vous ne chantez pas dans ce disque, Jean Marais. Comment peut-on appeler ça? Vous parlez, vous dites le texte, hein, tout simplement. Oui, mais vous avez déjà chanté, non? Oui, j'ai déjà chanté. Il y a une quinzaine d'années, j'avais fait des disques avec des textes de Cocteau et des textes de moi aussi. Et là, vous n'avez pas été tenté de pousser la note un peu? Non, pas du tout, parce que ce qui est arrivé, c'est que je suis copain avec François Valéry et il m'a fait écouter une maquette de disque, une cassette, quoi. Et j'ai trouvé ça très bien.
Et je me demandais pourquoi il me faisait écouter ça. Oui. Alors, parce que c'est lui qui disait le texte sur la maquette. En principe, oui. Et j'ai cru qu'il allait me demander un conseil. Alors je lui dis, je te trouve très bien. Il me dit, mais c'est pour toi que tu as écrit. Alors j'ai dit, mais tu es merveilleux, pourquoi tu me demandes de le faire? Et il me dit, mais parce que j'y tiens beaucoup et je l'ai fait pour toi. Alors j'ai dit oui et j'étais ravi parce que je trouve la musique très jolie. Parce qu'il fallait, il voulait quelqu'un qui sache dire un texte, il voulait une voix, peut-être une sonorité. Et lui était très bien, hein, il n'avait pas besoin. Ah oui, mais il parle pas comme vous quand même. Hein, il a pas ce même ton. Mais il écrit bien de belles musiques. Vous vous souvenez de la chanson de Gabin, oui. Tout ce que je sais, c'est que ah je ne sais oui, rien. j'adore. On voit une certaine correspondance avec vous. Hein. Bah, c'est-à-dire que j'ai à peu près le même âge que Gabin avait au moment où... Vous savez que dans la rue, des fois, on me demande une signature, Monsieur Gabin. Ah bon? Oui. Même avec la barbe? Ben oui, il n'y a pas très longtemps qu'on me l'a demandé, il y a quelques jours. Tiens. Et je dis, hélas, je voudrais bien être Gabin, ça prouverait qu'il est encore en vie. Mais alors, il y a une chose que l'on ignore, mais il faut le révéler, parce que vous parlez sur ce disque, mais en fait, vous le dites vous-même, vous êtes infirme musicalement. Oui, oui, ça c'est non, vrai. faut le dire. C'est vrai, mais j'ai fait quand même un 33 tours chanté et 3 45 tours Comme chanté. Comme quoi, quand on n'y connaît rien à la musique. Tout ça, c'était parce que je ne voulais pas qu'un compositeur, qui était une femme charmante, ait travaillé pour rien. Elle l'avait fait pour mon fils. Et alors, j'ai pris des leçons de chant et je l'ai finalement fait. La preuve, c'est quoi? C'est qu'avec un peu de travail, on arrive à faire ce que l'on vous demande, c'est ça? Oui, mais enfin, quand j'écoute ces disques, j'écoute comme une poule qui a couvé un œuf de canard. Vous êtes toujours au Mouv'e parisien, Jean Marais? Oui, je joue Bacchus jusqu'à dimanche, c'est la dernière dimanche. Ah, la dernière ligne droite, là? Bon, oui. Bah alors, avis aux amateurs, sachez que Jean Marais et Bacchus, eh bien, c'est fini à partir de dimanche soir. Alors voilà, si ça vous intéresse encore, merci. J'ai pas montré la couverture, où on vous voit sans barbe. Je la montre ici. Voici, c'est Jean Marais, On n'oublie rien. Musique donc de François Valéry, paroles François Valéry, Gilbert Sinoué, j'ai dit tout le monde. J'ai nommé tout le monde. Merci de votre visite. Merci à vous. À bientôt. Ce journal est à présent terminé. D'ici quelques instants, quelques secondes, la météo avec Laurent Cabrol et puis un petit tirage au sort si on m'a bien indiqué les choses. Oui, au revoir à tous, bon après-midi. On se retrouve demain à 13h, ce soir 20h. C'est Henri Sagnier. Au revoir.